Bienvenue dans le Meeting Club. Avec ce podcast, nous anticipons les changements, décryptons les futurs enjeux RH, compétences et formations. Je m'appelle Morgane Marietti, je suis entrepreneur, cofondateur de Proactive Academy, l'entreprise qui forme vos salariés. Nous vous proposons un regard croisé sur tous les sujets du moment, avec des experts, des entrepreneurs, des managers. Tout ça pour nous aider, vous aider à rester dans l'air du temps. Je vous propose donc de bien vous installer et de profiter. Je m'occupe du reste. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Meeting Club. Aujourd'hui, nous allons parler de growth hacking avec mon accent anglais à couper au couteau qui en fait va un petit peu dans notre suite de sujets liés au développement commercial. On a traité dans un autre épisode et je vous conseille d'aller le retrouver sur la prospection téléphonique et qui fait partie aussi du growth hacking en fait quand on y pense, mais c'est une autre partie. Et aujourd'hui, on reçoit en fait le basque start-upper, le pirate au béret, Camille Mathis de l'entreprise Conquistador. Voilà. Bonjour Camille, ça va? Et Ronan, bonjour. Oui, ça va très très bien. Forme à Biarritz, là. Voilà. Oui, Camille, je voulais que tu sois avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet-là parce que tu travailles dedans depuis quelques années. Tu as ta société, tu vas nous présenter Conquistador et puis on va essayer de, pendant une petite heure, en fait, illustrer et aider nos auditeurs à comprendre ce qu'est le growth hacking. Alors, je te laisse te présenter. Alors, bonjour à tous. Moi, du coup, je suis Camille Mathis. Du coup, je suis le CEO de Conquistador. J'ai un parcours un peu atypique. La base, moi, je viens du monde rural et j'étais dans le bâtiment, en fait. Donc, j'ai bossé jusqu'à mes 19 ans dans le bâtiment. Et j'ai fait après une reconversion en droit et sciences politiques parce que j'avais envie de changer le monde et de mieux comprendre l'humain. Donc, j'ai fait 2 ans à Bordeaux, une année d'Erasmus en Turquie, une deuxième année d'Erasmus à Donostia, San Sebastian, et du coup au Pays Basque Sud. Et après, je suis allé faire ma dernière année de master à Hanoï, au Vietnam, où j'ai monté ma première boîte, où je fabriquais des villas flottantes qui fonctionnaient aux énergies renouvelables. Après, je suis donc revenu en France, direction donc le Pays Basque, mais il n'y avait pas d'embauche ici dans la tech, dans tous ces métiers-là. Et du coup, je suis parti à Paris et là-bas, c'était les belles années d'entrepreneuriat avec le début du coup vraiment de la mouvance startup de, de Paris, donc avec The Family et compagnie à l'époque. Et j'ai fait 3 ans à Paris en tant qu'associé Head of Growth d'une startup qui s'appelait Seedup et on faisait des prototypes technologiques pour les grands groupes. Donc là, j'ai été amené à faire pas mal de growth en B2B, c'était super intéressant. Et ensuite, je suis revenu au pays en fait. Je suis revenu au pays dans le sud-ouest, j'ai vu qu'en fait, dans bien des endroits, il n'y avait pas du tout cette culture entrepreneuriale, cette culture digitale. Et du coup, j'ai voulu, on va dire, développer un nouvel écosystème tech au Pays Basque, mais dans le sud-ouest, on appelle ça chez nous le triangle d'or, le triangle Bordeaux, Toulouse, Bilbao. Et du coup, on s'y attelle maintenant depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on est lancé. On a déjà participé au lancement du coup d'une soixantaine d'entreprises et formé plus de 220 personnes ici, en local, mais pas que, dans toute la France, puisqu'on a des clients partout, que ce soit des PME, des scale-up, des startups. Et c'est très très fun. Et aujourd'hui, on ouvre même notre propre école du coup de growth hacking avec un premier campus à Hendaye-les-Deux-Jumeaux, où on a repris la gare d'Hendaye-les-Deux-Jumeaux. Donc, on a 500 mètres carrés dédiés à la tech, à l'entrepreneuriat au Pays Basque et à l'enseignement de toutes ces compétences pour les jeunes du coin.
Et on aura aussi en 2023 une extension à Bayonne, puis après, on visera Bordeaux. Donc Super. voilà un peu Un long le parcours. parcours et le chemin. Top. Alors, on a des auditeurs qui sont pas du tout de la tech ou du monde start-upper, même au contraire. Donc, on va faire attention aux Yes. mots qu'on utilise, et en tout cas, au moins qu'on les utilise, qu'on les définisse, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Enfin, on va rentrer rapidement dans le sujet. Le growth hacking, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu vas en donner comme définition? Le growth hacking, en fait, c'est assez simple. C'est une méthodologie d'expérimentation rapide guidée par la donnée. Donc, en fait, c'est le fait d'avoir des gens un peu fous dans une boîte qui ont envie de tout optimiser et qui, dans ce souci d'optimisation d'entreprise, ils vont tester plein de choses. Que ce soit des nouveaux canaux de distribution, donc tout simplement comment mieux vendre et avec quel punchline, est-ce qu'on va faire des ads sur Facebook, est-ce qu'on va faire des appels commerciaux, est-ce qu'on va faire de l'influence sur LinkedIn, etc. Donc, les canaux de distribution d'un côté, mais aussi les produits. Donc, on va repenser aussi le business model de la boîte. On va repenser l'expérience utilisateur. Donc, par exemple, dans un logiciel, de manière classique, comment, une fois que la personne elle est onboardée, donc elle est dans le logiciel et qu'elle peut l'utiliser, quelles sont les fonctionnalités qu'elle utilise, qu'est-ce qu'elle aimerait d'avoir de plus, etc., etc. Donc vraiment, le growth hacker, c'est un entrepreneur dans l'entreprise en quelque sorte quand même. Hein. C'est vraiment un profil qui a envie de tester plein de choses pour améliorer la croissance de la boîte. Et c'est de là que vient le nom, growth, donc croissance, et hacking, donc piratage de la croissance. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui va, entre guillemets, essayer de trouver des choses qui font la différence pour le développement. Et c'est quelque chose qui peut Complètement. fonctionner pour n'importe quel domaine d'activité et pas uniquement le logiciel ou la tech. Exactement. Ouais, tous les domaines sont concernés. C'est ça qui est super intéressant. En fait, il n'y a pas du tout, il y a pas du tout d'exception. Hein. Il y a toujours des choses à améliorer, que ce soit même des process internes dans une boîte et de manière perpétuelle. On n'a jamais terminé de mieux comprendre nos clients pour leur proposer de nouvelles choses et d'optimiser les produits qu'on leur vend déjà. Donc c'est vraiment passionnant et ça s'applique complètement à tout. Et d'ailleurs, nous, dans nos clients, on a vraiment des boîtes même traditionnelles. Hein. On a des boîtes traditionnelles qui sont dans des processus voilà, de changement et avec des volontés claires, des ambitions claires d'aller chercher plus de croissance. Souvent, quand on parle de growth hacking, on parle surtout d'acquisition client. Ouais. Et c'est souvent Parce qu'il y a lié par rapport un à ça. misunderstanding, il y a une erreur de définition. Parce que ça, c'est pas du growth hacking, ça c'est du growth marketing. Donc, growth marketing, il est vraiment tourné sur justement améliorer la partie acquisition et aller chercher du monde. Mais en fait, le growth hacking, lui, il comprend aussi la partie produit. Et c'est là qu'on peut faire la différence entre les deux. Mais après, aujourd'hui, en France, il y a eu beaucoup. Moi, j'ai fait partie des tout premiers growth hackers, même européens. Et, et quand tu regardes, il faut faire attention à ce qu'on entend en ligne, parce que maintenant tout le monde se revendique growth hacker alors qu'il y a des expériences, il y en a très peu qui ont vraiment de l'expérience dans ce métier-là et qui appliquent aussi toute la méthodologie. Parce que là, je parlais d'expérimentation, mais ce que je vous ai dit dans la deuxième partie de ma définition, c'était guidé par la donnée. Mm. Donc en fait, nous, on a une approche scientifique. Donc on contrôle tout ce qu'on fait. On définit des KPI, donc des Key Performance Indicators. C'est voilà des chiffres clés en fait à surveiller. Et à partir de là, on va se dire, ok, cette expérimentation-là, on a telle hypothèse, on vérifie tel chiffre concret pour savoir si elle a fonctionné ou non, pour savoir si on va la garder après et l'implémenter à l'échelle dans l'entreprise. Donc on est tout le temps guidé par notre sens scientifique. Voilà. D'accord. Euh, En fait, quelle différence il y a avec le marketing traditionnel, en fait, globalement? Le marketing traditionnel, c'est très intéressant comme question. Si tu regardes le parcours utilisateur, en fait, nous, on travaille sur l'ensemble du parcours utilisateur. Donc, tu as six grandes étapes.
Donc, la première, c'est l'awareness, c'est-à-dire le fait que les clients ils sachent que tu existes. Le deuxième, c'est l'acquisition. OK? Donc, l'acquisition, c'est le fait qu'ils achètent. Très bien. Et le marketing, il va que influer sur ces deux premiers. OK? Donc, il va vraiment être focus sur les deux premières étapes du parcours utilisateur. Et en fait, nous, on est sur les quatre suivantes, c'est-à-dire l'activation. Donc, l'activation, c'est quoi? C'est trouver en fait les bons mots, vraiment le produit parfait face aux bonnes personnes. Donc, c'est avoir la bonne proposition de valeur en face des bonnes personnes et vraiment d'essayer d'améliorer ça de manière permanente. Ensuite, tu vas avoir la rétention, le fait que les gens continuent à acheter chez toi, ok, dans le temps. Donc là aussi, on peut penser des business models SaaS, donc des business models avec des revenus récurrents pour améliorer cela. Ou simplement un produit qui soit extrêmement haut niveau pour que les gens reviennent d'eux-mêmes racheter. Donc par exemple dans les magasins haut de gamme. Derrière, tu vas avoir donc après la rétention, tu vas avoir le revenu. Donc c'est par exemple, tu as un freemium, tu as un logiciel qui est gratuit, mais tu vas trouver des moyens de rendre certaines fonctionnalités payantes pour que les gens y passent à l'action. Et enfin, tu vas avoir le referral, on l'appelle. Donc c'est le bouche à oreille. Simplement, comment tu améliores le fait que les gens parlent de toi à leurs amis. Et nous, voilà, on n'est pas uniquement sur l'awareness et l'acquisition, on est sur ces quatre autres piliers. Et ça constitue en fait notre cri de guerre, puisque si tu mets tout à bout, ça fait ah, ah, un D'accord. cri de pirate un peu. Ok. Très bien. Voilà. Ok, c'est une vision beaucoup plus claire. Donc ça veut dire qu'en fait, la définition du gros hacker, en fait, il va entre guillemets essayer d'optimiser ces 6 points globalement. Ouais. Alors que quand on y réfléchit, et c'est vrai que on peut se tromper, on a souvent tendance à axer seulement sur les deux premiers et pas sur les autres. Alors, enfin, la rétention aussi et l'activation aussi, mais enfin, c'est globalement un des points, un de chacun de ces points-là. À ton avis, quelqu'un qui veut mettre en place, on va dire, ce genre de choses, ça se trouve, il le fait déjà par lui-même sans s'en rendre compte, hein, parce que, enfin, il y a, j'imagine, plein de fondamentaux qui existent chez chacun. Mais quelqu'un qui veut vraiment, entre guillemets, mettre en place en place ça pour aller plus vite et, entre guillemets, expérimenter des choses, enfin, croître plus rapidement, par quoi il doit commencer? C'est quoi les étapes? La première étape, ça serait de faire un audit en fait, d'essayer d'un peu de regarder son infrastructure, de se poser, de se dire est-ce que je suis à jour au niveau de mes outils? Est-ce que je suis à jour en termes de business model? Est-ce que j'ai pas mieux à faire? Qu'est-ce qu'attendent vraiment mes utilisateurs? En fait, il faudrait être toujours user-centric, donc vraiment focus sur les utilisateurs. Et, Parce que c'est pas toujours du et SaaS logiciel. pardon? C'est pas que utilisateur, c'est aussi client, parce que enfin, ils sont pas tous, c'est pas du web tout le temps. Enfin, Ouais, mais si tu as des clients, le truc qui est cool quand même, c'est de les passer en utilisateur. Parce que la différence entre le client et l'utilisateur, c'est que le client, il te demande une prestation sur mesure. L'utilisateur, c'est que tu as défini une offre qui est tellement bien huilée qu'en fait, t'as pas besoin de faire du sur mesure, c'est la même offre pour tout le monde. C'est ça la différence entre les utilisateurs et les clients. Et du coup, que ce soit un service ou un produit, hein. Et du coup, ben là, c'est intéressant d'essayer d'avoir vraiment pile poil la bonne offre pour que tu n'as pas 10 000 process différents envers tous tes clients. Par exemple, je donne un exemple très concret chez nous. Chez nous, on a un programme d'accélération B2B. Et ben, typiquement, ce programme-là, au départ, on n'était pas bon, suffisamment bon dans l'expression de l'offre et dans le packaging. Et du coup, ce qui s'est fait, c'est que en itérant, on a réussi à trouver des process qui étaient les mêmes pour tous les clients. Et du coup, nos clients sont transformés en utilisateurs. On a même pu faire passer sur un modèle de forfait, alors qu'avant, ils payaient vraiment de manière en prestation. Et du coup, c'est tout ça qu'il faut bosser. Voilà, c'est très vaste et ça demande en fait euh, des compétences hyper larges, hein, hyper polyvalentes
en termes d'outillage, mais aussi en termes d'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que nous, on fait appel à nous dans un premier temps via des audits. D'accord. Mais voilà, faut simplement se regarder s'il y a quelqu'un qui veut commencer. En fait, il faut qu'il se regarde sa boîte dans la glace et qu'il se dise, ok, est-ce que, est-ce qu'on a tous est-ce qu'on fait le maximum pour aller vite, quoi, et à tous les niveaux. Et nous, on est vraiment intransigeant sur l'ensemble des niveaux de l'entreprise, que ce soit en interne comme en externe. D'accord. OK. Après, enfin, une fois qu'on a fait un petit peu ce diagnostic que tu indiques, on va parler voilà, de reconnaissance, d'acquisition, enfin, ces différents points-là. Est-ce qu'on doit les traiter dans l'ordre En fait, ou est-ce que… enfin, vas-y. ouais, c'est intéressant. En fait, faut prioriser, faut faire des quick wins au départ. Mais une fois que tu as fait ta liste d'idées où tu te dis, bon, là, c'est ça que je vais gagner, c'est sur ça qu'il faut que je travaille pour que ma société elle évolue plus vite. En réalité, c'est que des expérimentations. Et c'est toute la philosophie de l'entrepreneuriat, en fait. L'entrepreneuriat, t'as jamais raison, de base. C'est-à-dire que tu es là pour tester des trucs et tu vas te planter, tu vas en prendre plein la gueule. Et en fait, c'est que des apprentissages et il faut itérer, itérer, itérer. Faut pas s'imaginer qu'il va y avoir des recettes magiques de suite. Par contre, en testant des choses et en testant un maximum de choses le plus rapidement possible, on va plus vite que les autres. Et tout simplement parce qu'on connaît mieux son marché que les autres. Et après, oui, il faut prioriser. Faut commencer par un peu d'instinct et se dire, voilà, c'est là qu'il y a un game changer, quoi. D'accord. Donc là, on parle d'entreprises qui sont déjà qui ont déjà une croissance, enfin, qui fonctionnent, qui avancent. Mais un Ouais. entrepreneur qui lui, aujourd'hui, n'a pas de produit, n'a pas de service, commence juste, ou en tout cas va démarrer. Lui, ça va lui servir à quoi? Parce qu'en fait, il a même pas, il a même pas de financement, il n'a pas d'argent. Est-ce qu'on peut faire du gros hacking gratuitement aujourd'hui? En fait, oui, c'est ça qui est génial en 2022. Donc, ça fait déjà, on va dire, 4 ans qu'il y a vraiment eu énormément de choses qui sont développées euh, à tous les niveaux, pour le B2B comme pour le B2C. En fait, aujourd'hui, tu n'as plus l'obligation de débourser des sommes énormes pour lancer ta boîte. Parce que quand tu lances une boîte, ce qui se passe, c'est que c'est mais une hypothèse que tu as une idée et que cette idée-là elle va se transformer en marché. Et en fait, c'est jamais le cas. Il va y avoir beaucoup d'itérations. Tu vas tester plein de trucs avant de vraiment trouver ton marché. Et c'est exactement la même logique en fait. Donc, tu as tous les outils qui sont à disposition, des outils no code en plus qui nécessitent pas de compétences techniques pour aller au contact de tes utilisateurs rapidement. D'ailleurs, parmi quand même l'un des piliers de ça, c'est les réseaux sociaux, hein, parce que sur les réseaux sociaux, tu peux toucher des dizaines de milliers de personnes avec un post si c'est bien tourné, et tu peux te faire une idée très concrète de où se situe le besoin et après surfer sur ce besoin pour développer un produit et continuer à discuter avec tes utilisateurs que tu as ramenés dans ta mission, dans ta problématique pour justement développer le produit avec eux en fait, en échangeant avec eux. Et tout ça, ça coûte peanuts. Littéralement zéro. Il y a qu'à regarder tous les SaaS quasiment aujourd'hui, tous les logiciels qui permettent de faire ça ont du freemium. Donc, des abonnements à 0 euros. Ok, on va revenir sur les outils qui existent, qui peuvent être utilisés. Moi, j'aimerais bien qu'on rentre dans le détail des six étapes et qu'on les traite pour que les gens comprennent à quoi ça Ouais. correspond et comment on fonctionne dessus. Donc, la première étape, c'est ce que tu appelles la connaissance, la prise de connaissance du produit ou de la marque. L'étape numéro 1, ça se concrétise Ouais. comment? Ça peut se concrétiser de plein de manières différentes, mais on choisit à chaque fois les canaux d'acquisition qui sont les plus adaptés à la cible. Donc typiquement en B2B, moi j'ai été On connu parle bien de l'étape, excuse-moi, je te coupe, on parle bien de l'étape avant l'activation, avant l'achat. l'acquisition. Ouais, avant l'acquisition. Oui, oui. L'awareness, le fait que tu sois connu, ça peut. C'est par exemple là en B2B, je vais aller prendre l'exemple
de notre exemple, en fait, nous, on s'est fait connaître en produisant du contenu gratuitement sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, on a donné de la valeur gratuitement à plein de gens en ligne, notamment sur LinkedIn, TikTok aussi, pas mal. Et ces gens-là, ils ont vu passer notre contenu. Nous, ça nous a coûté 0 €, à part du temps, quand même, hein, on va pas se mentir. Mais du temps, et à force de nous voir passer, déjà là, on construit un awareness qui est certain. Et dans cet awareness, tu as un pourcentage des utilisateurs qui nous voient passer, qui passent à l'action, qui est converti du coup, et ça augmente notre acquisition. Ça participe à l'acquisition. D'accord. Donc là, cette partie connaissance, elle est liée aux réseaux sociaux. En partie LinkedIn, alors on voit bien ces posts, hein. On commence à les, ça existe depuis ça fait une petite année que LinkedIn commence à être vraiment optimisé et où on optimise un Ouais, peu. 2 ans, ouais. 2 ans, ouais, enfin, je les vois passer moi depuis un an, enfin depuis le Covid en fait, hein, globalement. Oui, c'est Donc, vrai. c'est ça. Enfin, il y en a quelques-uns qui ont eu ce style-là et qui aussi, entre guillemets, joue beaucoup avec je cherche les mots, mais le mot que j'ai oublié, mais le fonctionnement en fait du réseau social. Je sais que par exemple, ce genre de choses ne pourrait pas fonctionner sur Facebook. C'est-à-dire En fait, il y a des contenus adaptés à tous les réseaux sociaux, mais tu peux faire ça sur TikTok. Sur TikTok, nous, on a fait 45 000 abonnés en 3 mois. Et tout simplement, si tu t'adresses à une cible, enfin, si tu as un contenu qui est bien construit et qui est clair pour une certaine cible, les gens vont s'abonner, ils vont continuer à suivre ton réseau. Et sur TikTok, tu peux publier n'importe quelle offre payante derrière et les gens vont acheter. Typiquement, une formation TikTok. Si tu as 200 000 abonnés sur TikTok, tu vends une formation TikTok, les gens vont l'acheter. En premier, les entreprises. d'accord. Et Pourtant, on voilà. pourrait dire que TikTok, enfin, c'est fait pour les ados, quoi. Non. Ouais, mais nous, on y est allé et en fait, on s'est rendu compte que non. Et du coup, on a testé, tu vois, encore une fois, c'est notre philosophie. On a testé TikTok, on s'est dit, ouais, c'est pour les gosses. Et en fait, après, on a commencé à regarder les statistiques de nos vidéos. Donc, la première semaine, on a fait 2 vidéos à plus de 300 000 vues. Et de là, on a regardé les stats, on a fait, mais en fait, il y a beaucoup de gens entre 22 et 35 ans qui regardent ce qu'on fait. Et potentiellement, c'est des cibles. Et même si c'est pas des cibles actuellement, ils sauront qu'on existe et ils auront pris de la valeur, ils se souviendront de nous. Et vu que la portée de l'algorithme, elle est tellement énorme, c'est hyper intéressant. Il n'y a aucun autre réseau social aujourd'hui qui te permet de faire autant de vues aussi rapidement. Ça Et, va pas euh, durer, ça. C'est et un ça, peu comme. c'est lourd. Ça va pas durer comme les impôts, ça. Ça va changer. Enfin, l'objectif, ça va Non, être c'est pour ça qu'il faut être présent au début. Ouais. C'est trop tard Ouais. aujourd'hui? Non, pas encore. Parce qu'en fait, TikTok, ça n'a pas la même accessibilité que du Instagram. Pourquoi? Parce qu'Instagram, tu as de la photo. C'est facile de faire de la photo. C'est facile de faire des vidéos basiques. Mais sur TikTok, t'as un montage qui met une barrière élevée à l'entrée en fait des créateurs de contenu. Et du coup, oui, tu vas avoir pas mal de gamines qui vont danser sur TikTok. Tu vas avoir des trucs comme ça, mais tu as aussi des médecins qui expliquent leurs expertises. Tu as aussi des plombiers qui montent leur chantier et qui te font des tutos. T'as des gars comme nous, des entrepreneurs digitaux ou pas, qui vont raconter leur aventure entrepreneuriale, te faire des démos d'outils. Donc en fait, tu as énormément de valeur à prendre et c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Il faut y aller, mais il faut juste vraiment comprendre comment produire du contenu et passer du temps dessus. C'est juste du temps, c'est juste il faut bosser quoi. Est-ce euh, que ce soit LinkedIn ou TikTok, si par exemple on n'a pas l'habitude de rédiger du contenu, ou on en a rédigé un peu, puis on s'est un peu laissé aller, et qu'on revient sur notre compte, est-ce qu'on aura plus de difficultés à activer, on va dire, la visibilité parce qu'en fait on aurait été identifié un petit peu comme quelqu'un qui est un peu mou depuis quelques temps? Déjà par l'algorithme de base. L'algorithme de LinkedIn comme TikTok, c'est des algorithmes qui favorisent la régularité.
Ouais. Donc, déjà, l'algorithme de base, va moins te propulser. Par contre, c'est vrai aussi avec la communauté. Parce que si les gens, ils te voient tous les jours, au bout d'un moment, et qu'ils trouvent que ton contenu, il est de manière récurrente, pertinent, à un moment donné, moi, je l'ai vu, hein, avec ma communauté, les gens, ils balancent un like, un commentaire, alors qu'ils ont même pas lu le post. Ouais. Alors que si tu es absent enfin, si tu fais un post par semaine, globalement, non, ça va pas fonctionner comme ça. Est-ce que ça veut Donc, il faut dire être régulier. Ouais, parce que grosso modo, on parle vraiment ici là de content marketing, hein, et de contenu qu'on Ouais. partage sur les réseaux sociaux. Mais il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, on disait ça part du blog avec le contenu du blog, du site internet pour travailler le SEO, etc. Et après, c'est valorisé sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça maintenant est devenu plus connecté. Enfin, c'est plus du tout la même façon de fonctionner. Maintenant, c'est l'inverse, en fait, parce que, enfin, c'était déjà l'inverse à l'époque, mais là, ça a pris une autre proportion. Parce que il y a tellement de gens, par exemple, ils vont te dire, tiens, je vais faire une landing page, je vais faire un site, tu vois, je vais distribuer mon produit, en me mettant sur Google. Mais Google, les gens, il faut déjà qu'ils connaissent le nom de ta boîte pour arriver sur ton site. Et puis, pour arriver dans les premiers résultats Google, ça fait un certain temps. Faut avoir de la notoriété. Et, euh, et du coup, les réseaux sociaux, t'es personne, mais tu peux être le premier. Et c'est ça, enfin, dans le feed. Donc, c'est ça la diff. Et Google, il va pas te pousser du contenu tous les jours. Tandis que si tu es sur le réseau social tous les jours, bah, tu vas voir le contenu de la personne qui produit tous les jours. Et alors là, bah, du coup, tu captes quelle est la valeur et t'achètes au bout d'un moment. Donc, en fait, c'est pas du tout le même principe. Le SEO, c'est très cool pour faire de l'inbound, donc de faire en sorte que les gens ils viennent vers toi automatiquement en étant référencés. Mais les réseaux sociaux, quand tu commences, il y a rien de tel. Mm. C'est beaucoup plus puissant. Dernière question sur cette partie-là. Sur la partie LinkedIn, c'est quoi la stratégie en fait du post? Parce qu'il il y a une capacité d'écriture. Est-ce qu'il faut que le lien soit le post avec un lien sortant? Il y en a qui disent qu'il faut mettre le lien en premier commentaire. Enfin, c'est quoi en fait les règles? Il y a beaucoup de choses. Il y a un aspect technique et un aspect émotionnel. Donc, en fait, la première chose, c'est l'algorithme, encore une fois. C'est-à-dire, il faut bien comprendre comment fonctionne l'algorithme. Par exemple, si tu mets des liens externes, ben, l'algorithme, il aime pas. Parce qu'en fait, tu fais sortir les utilisateurs de LinkedIn. Donc, LinkedIn, il va pas kiffer. Donc, il y a plein d'astuces pour ça. Tu dis, tiens, je t'ai mis le lien en commentaire. Du coup, tu mets le lien en commentaire et l'algorithme, il capte pas que tu as mis le lien en commentaire. Enfin, voilà, t'as plein de moyens comme ça de hacker le game, mais il faut savoir que l'algorithme, il a ses limites. Tous les algorithmes aujourd'hui de tous les réseaux sociaux, ils sont basés sur des scores d'engagement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que plus il y a de gens du réseau social qui vont interagir euh, avec ta publication, avec ton contenu, plus tu vas gagner en puissance parce que LinkedIn, ce qu'il a envie, c'est qu'il y ait des gens qui reviennent sur le réseau social parce qu'il y a du contenu de qualité qui est produit. Et donc, il considère que ton contenu est de qualité et du coup, il va te donner de plus en plus, de plus en plus, en plus de portée. Et comment il mesure ça, en fait? Tu as plusieurs choses. Je crois que tu as 5 paramètres. Le numéro un, c'est le fait de cliquer sur voir plus. Oui, Donc, juste sur le voir plus parce que tu vois pas l'ensemble du post, hein. Le 2, c'est cliquer sur les contenus, donc vidéo, images et compagnie. Donc, quand tu cliques dessus pour voir l'image en grand, là, ça te donne aussi des points, en tout cas aux créateurs de contenu. Après, tu vas avoir le like. Donc là, tu as différents likes et ils n'ont pas tous les mêmes points. d'accord. Donc, celui qui vaut le plus de points sur LinkedIn, c'est celui où tu soutiens les gens. Voilà. Après, tu vas avoir les commentaires. Ça, c'est vraiment ce qui compte le plus. Et après, tu vas avoir le partage. Le partage, ça vaut que dalle sur LinkedIn, mais sur d'autres réseaux sociaux, ça vaut énormément. Mm. Et, euh, et donc, le commentaire, c'est pour ça que moi, j'arrive à toujours à hacker un peu le game parce que je balance, si tu veux ce contenu-là, enfin, je dis n'importe quoi, je dis, tu veux mes astuces pour faire de la prospection B2B, like et commente ce post. Du coup, en fait, les gens, ils n'avaient pas forcément prévu de liker et commenter. Et du coup, ils like, ils commentent. Ça fait croire à l'algorithme que mon contenu, il est extraordinaire. Et du coup, à la place de faire 10 000 vues, t'en fais 150 000, quoi. D'accord.
Et t'en es un, mais il y a des spécialistes de l'accroche un peu provocante sur LinkedIn pour pousser les gens voilà, Ouais. à aller sur. Ouais, moi, parce que le dernier niveau, donc ça, c'était pour l'algorithme, mais justement, c'est la deuxième partie. En fait, c'est l'humain derrière. L'humain, il est facile à comprendre. L'humain, il fonctionne toujours de la même manière. Et il est émotionnel. Donc, du coup, si tu commences à, à bien travailler tes accroches et à comprendre comment faire en sorte que les gens ils lisent ton post et qu'ils arrivent à avoir de la valeur qui est souvent en bas de post, ben, il faut trouver des choses. Et après, moi, par contre, voilà, j'ai différents sujets. Je vais parler pédagogie. Donc, pédagogie, je vais expliquer mon expertise de manière simple, sobre, tranquille. Après, je vais parler vente. Donc là, je vais dire simplement, ah tiens, il y a le prochain bootcamp de Conquistador qui est à telle date. Vas-y, viens. Voilà. Et le dernier, c'est là que tu as toujours les meilleurs résultats, c'est les valeurs. Donc, moi, je parle voilà, du Pays Basque, je parle des trucs qui me saoulent dans le monde entrepreneurial, le fait que ce soit toujours des hiérarchies verticales, que voilà, qui est plein de problèmes dans le monde de l'entreprise et que j'essaie de régler déjà chez moi. Mais quand je regarde ailleurs et je vois des gens qui étaient partis chez moi qui reviennent, etc., tu te dis, waouh, franchement, ouais, il y a plein de choses à améliorer. Et du coup, moi, je pousse des coups de gueule et j'ai pas peur j'ai peur de personne. Je veux dire, je suis indépendant, hein, j'ai pas de, voilà. Et je pense que c'est hyper ça, en fait, de pouvoir dire ce qu'on pense et de s'afficher de manière naturelle. Et c'est ça qui fait toute la différence avec tous les autres institutionnels bidons qui essayent de produire du contenu en expliquant qu'ils ont fait un 2 heures à la CCI en train d'expliquer un cours théorique de voilà que tout le monde s'en branle en fait. Attention, Et attention. On a il des faut gens de la vraiment sécurité voilà qui nous écoutent. Mais oui, non, mais j'ai rien contre personne, hein. J'ai rien contre la CCI. Et ça, c'est un autre point aussi. C'est super intéressant. Parce que tu peux très bien te faire hameçonner, ou quoi. Les gens, ils vont me dire, ah là, je suis pas d'accord avec toi. Mais tant mieux, en fait. Déjà, ils t'aident à grossir dans l'algorithme parce qu'ils commentent. Et de plus, ça ouvre un débat qui est souvent très constructif. Et, t'as moyen, après, en regardant les gens qui sont les plus engagés de ta communauté, de savoir de manière extrêmement précise qui c'est qui est prêt à acheter. Et tu fais du lead scoring et tu peux développer une croissance extraordinaire juste en qualifiant les gens qui sont intéressés par ton contenu et intéressés par ton expertise, mais qui sont aussi alignés avec tes valeurs. Nous, on voit bien chez Conquistador, on a des concurrents, ok, mais les gens, ils viennent chez nous parce qu'ils sont alignés avec nos valeurs. Et ça, c'est aussi intéressant. Super. On va passer au deuxième thématique parce que sinon, on pourrait dire plein de choses et c'est des sujets super intéressants. Donc, le numéro un, se faire connaître. Quand on débute ou quand on n'a pas de moyens, les réseaux sociaux, ça fonctionne très bien. TikTok, LinkedIn, mais il y en a plein d'autres. Et vous pouvez aussi vous faire connaître avec des moyens un peu plus payants, hein, on est d'accord, sur du Ouais. contenu SEO, sur de l'écriture, sur du content marketing dans le temps. Et vous avez aussi le sponsoring hein, et la publicité traditionnelle. Même les journaux, tu vois, il y a plein de trucs. Exactement. Ou sponsoriser un podcast, par exemple, c'est aussi un des possibilités qu'on a mis en place chez nous, de notre côté aussi, sur d'autres podcasts. Ensuite, il y a la partie acquisition. Donc là, c'est vraiment, moi, la partie que j'aime bien. C'est d'acquérir acquérir, on va dire, des leads, hein, des gens qui vont être intéressés. Donc, là, il y a aussi. Alors, la partie acquisition, c'est vraiment, ils achètent. Hein. D'accord. Ouais. Donc, Ils achètent. vas-y, explique-nous. Donc, en fait, là, justement, dans l'awareness, ça participe à la création de lead et à la qualification de lead. Parce que les gens, ils connaissent ce que tu fais, ils connaissent ton produit, ils connaissent ta boîte, ils connaissent tes valeurs, etc. Et en fait, après, il faut les faire passer à l'action. D'accord. Et il y On a est d'accord que plein. dans le numéro un, donc on pourrait considérer aussi le fait de récupérer de l'adresse mail avec des outils comme Ouais. LinkedIn. Là, par exemple, tu peux faire plein de trucs. Mais oui, cette partie de faire connaître l'offre. Tu peux faire de la prospection B2B, oui, comme tu dis. Tu vas sur un bon Sales Navigator,
Donc, c'est la version premium de LinkedIn. Donc, tu as toute la base de données des gens qui sont dessus. Tu cherches tes prospects avec des filtres. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu les as? Tu les scrapes. Donc, tu prends toute la donnée de LinkedIn avec un outil comme par exemple Phantom Buster. De Phantom Buster, tu mets tout ça dans un bon drop contact. Big up à Denis, j'ai bouffé avec lui hier soir. Euh, et après, une fois que t'as mis dans le contact, ben, tu te retrouves avec tous les mails, le numéro de SIRET, le chiffre d'affaires qu'ils ont fait la dernière, leur numéro de téléphone, leur nom, prénom et compagnie. Et Et après, tu peux lancer avec t'as LinkedIn. plus qu'à faire ce que tu veux de ce fichier Excel et lancer des campagnes, courrier, mail, LinkedIn, ce que tu veux, Téléphonique. SMS. Et ça fait partie, donc on considère que toute cette partie-là, ça fait partie du numéro un, donc. 1 et 2 sont Un et très, deux. très reliés. Ouais. Ouais, ouais. Mais oui, moi, je le considère comme ça. Ok. Donc sur le 2, donc cette partie acquisition, c'est donc faire signer le client, en tout cas lui donner Ouais, envie de c'est signer l'acte d'achat. l'acte d'achat. Ouais. Et je sais pas si tu as une petite, des exemples. Ouais, bah, t'as plein de moyens, en fait, de faire passer les gens à l'action. Est-ce que tu vas prendre du temps avec eux? Euh, Enfin, tu vois, c'est cool. T'as plein de gens qui connaissent ton produit, qui connaissent ta boîte, mais en fait, t'as plein de boîtes qui sont dans cette situation-là et qui closent pas. Il y en a plein. Donc, tu les vois passer, voilà, ils sont visibles, mais en fait, il n'y a pas d'achat. Et en fait, ça peut venir du processus commercial. Il suffit que la personne, elle soit pas avenante, hein, ça arrive, hein, Mm. vraiment. Ou simplement qu'elle ait pas le bon process, qu'elle commence à envoyer direct un lien Calendly, imaginons dans LinkedIn, parce que le gars, il a commencé à répondre. Il dit, oh, tiens, vas-y, prends rendez-vous avec moi. Mm. Ouais, mec, mais je t'ai pas encore parlé, je sais pas ce que, tu vois, on n'a pas échangé. Et du coup, c'est des questions de process. Donc, un exemple chez nous, on s'est rendu compte qu'envoyer des liens externes sur de la prospection en mail ou LinkedIn, bah, c'était pas du tout une bonne pratique parce que c'est hyper agressif et du coup, ils passent pas à l'action. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on passe? On fait tout à la main. C'est-à-dire qu'on a peut-être la lead génération qui est automatisée, mais par contre, on fait tout à la main derrière. Et un exemple à la con, hier, j'ai passé 3 heures et demie rien qu'à répondre à mes messages LinkedIn. Euh, parce que il fallait répondre à tout le monde de manière personnalisée, adapter les réponses par rapport au business qu'ils avaient. Et voilà. Et tout ça, ça prend du temps. Et après seulement, tu leur envoies un lien Calendly ou une visio, ou tu leur donnes rendez-vous, tu fais ce que tu veux. Mais à la fin, voilà, c'est pour dire que c'est l'humain qui close. Euh, En tout cas, dans des business de service, Mm. souvent. Mais si tu arrives à construire des produits où la proposition de valeur est suffisamment forte pour que les gens ils aillent s'inscrire d'eux-mêmes et payer eux-mêmes, alors c'est encore mieux. Mais c'est quand même rare. Ok, intéressant. Le troisième point, c'est l'activation. Ouais. Alors ça, c'est de l'itération. Typiquement, c'est une grande philosophie. C'est est-ce que finalement j'ai réussi à avoir le bon message en face des bonnes personnes. Et et ça, c'est jamais parfait. Donc en fait, c'est un truc qui est présent dans le parcours, mais qui est jamais parfait et qui change avec les facteurs technologiques et sociaux. C'est-à-dire un exemple? Bah, un exemple, ton produit, il évolue. Mhm. Parce que, je sais pas, avant, tu avais un téléphone cellulaire, tu passes en smartphone dans chez Apple, bah, du coup, tu ne peux pas exprimer la même chose d'un produit à l'autre. Donc, tu es Mhm. obligé de revoir toute ta copie. Et là, c'est pareil, en fait. Tu vas pas parler de la même manière à un gars qui vient d'un secteur d'activité, par exemple ferroviaire, à quelqu'un qui vient du digital. Ils vont pas parler la même langue et du coup, il faut s'adapter. Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Donc là, on est Et plutôt sur c'est jamais parfait. le langage commercial, marketing, la façon de décrire son Ouais, produit ou son service. ouais, mais c'est aussi, du coup, pour le coup, c'est aussi, tu vois, le côté segmentation, c'est-à-dire avoir les bons personas C'est vrai qu'on et n'en a du pas coup, parlé. savoir trouver la donnée sur ces personas.
On n'a pas parlé de la. C'est vrai qu'un des points importants quand même, c'est avant de lancer tout ça, c'est aussi de bien connaître à qui on vend et qui on cible. Et de bien connaître ses clients Mais on cibles. ne sait pas au début. Au Oui, début d'une boîte, en fait, on ne sait pas. au début, Et mais c'est pour ça qu'il faut tester. Ok. Alors, quand on est entrepreneur, Ouais. d'accord, mais quand on a une boîte qui a déjà 8 ans d'existence, on commence déjà un petit peu, mais sans entre guillemets être sur une forte croissance, mais déjà un petit peu de connaître, enfin, au moins d'identifier Oui, ce qui oui, est complètement. intéressé. Ok, cool. Après, il y a la rétention, c'est-à-dire de garder nos clients ou qui rachètent chez nous. Ouais, Donc là, ça, enfin, c'est entre guillemets, compliqué, c'est hein. savoir faire son boulot, en fait, hein, là, globalement. Mhm. Oui, mais il faut être compétitif. Et après, tu as le hack, le numéro un, c'est de développer des business models en récurrent avec des mandats CEPA. Oui, c'est pas adapté pour tout Mais le monde. c'est vraiment ça, hein. Donc là, en fait, Et ouais, vas-y. en effet, ça vient de là. Le fait qu'ils re-signent de manière automatique, ils se posent pas la question. Hmm. C'est le fait que le produit soit très bien construit et qu'ils aient, une fois qu'ils aient acheté, ils aient rencontré ce qu'ils espéraient. Ça, c'est le numéro un. Mais après, tu as des manières, voilà, plus ou moins sympathiques pour améliorer le fait que tu reçois les sous de manière certaine. Oui, oui, d'accord. Après, bon, c'est pas adapté à tous les modèles, parce que quand on vend de la formation, par Mm. exemple, automatiquement, OK, Mais on a automatiquement de la rétention, mais on n'a pas un paiement automatisé, quoi. ouais, mais regarde, moi si, par exemple, moi j'ai changé, je faisais juste des one-shots de formation et après les gens revenaient parce qu'ils s'étaient quali. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais attends, en fait, ils reviennent tous. Je vais leur faire un forfait mensuel à 1000 euros ou 2000 euros ou 4000 euros en fonction de la taille de la boîte, on s'en fout. Et, euh, et au départ, je les faisais payer avec de la simple facture. Je leur envoyais et ils me faisaient la facture. Et maintenant, j'ai fait, ouais, ok, bon, en fait, ben, Stripe, vas-y, je les fais payer de manière automatique par carte. Voilà. Comme ça, je suis sûr d'avoir les sous au moment Et T, ça, c'est ton instant forfait T. conseil. Ah. Ça, c'est ton forfait formation ou ton forfait conseil? Bah, les deux, Les en deux. fait. Nous, on forme dans la durée et on essaie d'améliorer les boîtes dans la durée. Donc ouais, on fait pour les conseils comme pour la formation. Ok, cool. Donc la partie rétention, ce que nous on appelle, hein, c'est le renouvellement, hein, globalement, c'est euh, Hmm, par exemple Proactive c'est Academy, ça. hein, c'est 50, 50, 60% de renouvellement annuel. Et c'est des sujets. Voilà. Et puis après, faut aussi bien sûr que le produit ou le service soit de qualité, parce que sinon, ça ne fonctionne Ben, c'est pas. ce qui fait la force même des plus gros aujourd'hui, des plus anciens. Les premiers qui ont inventé ça, c'était les assurances et les banques, hein. Ouais. Donc, ils sont pas aussi gros pour rien. Parce Hmm. qu'ils te prélèvent tous les ans des sous, Hmm. tous les mois, Complètement. sans que tu t'en rendes compte, parce qu'ils gèrent ton compte. C'est ça. Ensuite, il y a la partie revenu. Bah, je vous donne un exemple, enfin, je vous donne deux exemples. Le premier, c'est voilà, c'est celui que je disais tout à l'heure, c'était le côté premium. Donc, par exemple, LinkedIn, tout le monde peut utiliser LinkedIn, mais si tu veux des fonctionnalités en plus, un peu plus développées, bah, tu peux payer. Hmm. Et là, voilà, il faut trouver des hacks pour pousser les gens à payer. Typiquement, pour les marketeurs comme moi, le hack, c'était de donner accès à la base de données de LinkedIn pour que les gens puissent finalement mieux prospecter. Et donc ça, ils font payer. Ils font payer 70 euros par mois, Hmm. hors taxe. Euh, un autre hack, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'upsale. Euh, voilà, c'est faire payer euh, un produit qui était pas à la base payant, ou faire payer plus cher quelque chose qui était déjà payant. Et après, tu vas avoir le cross-sale, par exemple. Donc ça, c'est typiquement, tu es sur Amazon ou n'importe quel marketplace aujourd'hui. Euh, Tu te balades, t'achètes un produit et genre une fois que tu as fait ton panier, tu as plein d'autres produits qui apparaissent et qui t'incitent à acheter aussi là puisqu'ils sont en relation directe avec le premier. Et ça s'appelle du cross-sale. Donc en fait, c'est des techniques pareil de growth hacking qui permettent d'optimiser en fait le panier moyen mince, la vente en ligne par exemple. Exactement. Ou c'est quand la boulangère, après vous avoir vendu la baguette, vous propose en fait la Ouais, chocolatine pour les gens du Sud-Ouest, euh, exactement. au chocolat pour les gens du Nord, ou le petit pain pour les Alsaciens, en fait, au moment où elle était sur de l'upsell. Ok.
Et t'as même du Tesla. Si vous allez acheter une Tesla ou n'importe des trucs comme ça, moi j'aime bien aller observer ce qui se fait des fois, voilà, dans la Silicon Valley ou dans d'autres trucs un peu la City. Ça dépend sur le secteur d'activité. Il y a des endroits où ils sont un peu plus avancés que d'autres. Mais tu vas acheter une Tesla, genre ça va être, c'est trop drôle, hein, l'expérience utilisateur. Hein. Ils se font miroiter. Tu veux quelle couleur de peinture, tu veux quelle puissance dans ton ordi, tu veux machin. Ouais, c'est et à la fin tu termines en fait en cliquant les boutons qui t'ont fait cliquer, t'as plus 40 000 balles de plus et tu payes quand même. C'est exactement, et c'est comme quand tu réserves un vol, hein, au début, tu n'as que le siège, et tu te retrouves Ouais, avec le bagage en soute le fast premium, le c'est fast ça. passage, pour monter devant tout le monde, que aucun des responsables d'escale ne respecte et t'as payé pour rien. C'est sûr. Et tu montes après les autres. Bon, ça, c'est juste une expérience cet été pour moi. Voilà. Ça, c'est la partie revenu. Donc, le traitement, en fait, le monter en gamme, en fait, hein, grosso modo, de panier moyen, soit que vous soyez sur du freemium, hein, soit sur des produits complémentaires à ce que vous avez proposé basiquement qui a été acheté par le client. Et dernier point, c'est la recommandation. Ça, c'est un point très important et d'autant que ça favorise soit le bouche à oreille, mais aussi la transformation pour un premier client. Oui, complètement. Euh, Parce que en fait, oui, on va dire l'un de ce qu'on appelle de l'attraction organique. Hein. À partir du moment où ton produit il est acheté, il est recommandé par tout le monde parce qu'il est ultra quali, ben en fait, t'as plus rien à faire en termes de marketing. Ça va grossir tout seul. Et c'est la rétention est corrélée directement au référent. Hein. Et clairement, généralement, c'est la qualité du produit. C'est deux KPI qui sont vraiment, si tu les surveilles, qui sont reliés directement à la qualité de ton produit. Et parce que dans l'acquisition, l'awareness, tout ça, tu peux bullshiter, c'est du marketing de communication, tu vois. Mais le produit, ça ment pas. Hein. Le produit, ça ment pas. Hein. Si t'as un mauvais produit, t'es mort. Hein. Et, euh, et là, tu le vois. Et le référol, par exemple, chez nous, on a choisi que c'était notre KPI qu'on surveillait, c'était le nombre d'apprenants parce qu'on avait une référol loop, voilà, une traction organique sur ça. Et ouais, et t'as plein d'astuces pour le faire. La Ouais, plus connue, allez-y c'est là-dessus. celle de Hotmail. Je sais pas si tu connais. Il y a iPhone qui a fait la même. C'est le envoyer depuis mon iPhone. Typiquement, c'est ton pote qui va recommander, qui va te recommander d'aller chez iPhone. En quelque sorte, ça fait du branding. Et pareil sur Hotmail, directement au départ de Hotmail, donc quand ils étaient vraiment leaders du marché, hein, parce qu'ils ont été leaders du marché pendant un bon moment. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin des mails, tu avais un bouton, quand toi, tu n'avais pas Hotmail, et tu avais un bouton, c'est créer votre adresse Oui, Hotmail. ouais, très Et bien. en fait, ça a été un vecteur de croissance pour eux qui a été complètement énorme. Et donc, c'est basé sur ton produit, mais tu as quand même des hacks comme ça pour aller encore plus vite. Est-ce que c'est aussi proposer automatiquement aux gens de commenter, on va dire, par exemple, sur les avis Google, sur les avis, ce genre de sujet, ou d'aller noter, d'aller commenter sur Google, par exemple, enfin, ou Ouais, d'autres réseaux? ouais, c'est bien sûr parce que tu as la preuve sociale qui est le vecteur de tout ça. Hein. Et oui, nous, par exemple, en fin de formation, on essaie d'obliger un maximum, même si les gens le font pas toujours, mais on essaie d'obliger au maximum les apprenants, les entrepreneurs à aller nous laisser un petit like. Et, euh, et ça va forcément ramener du monde. Parce que même des fois, c'est con, mais nous, ça nous est déjà arrivé qu'il y ait quelqu'un qui vient nous voir et qui nous dise Tain, j'ai vu en fait une boîte que je connaissais d'avant, là, un pote à moi qui avait votre logo sur le site, vous avez bossé avec lui. Donc du coup, ça m'a donné envie d'aller vers vous. J'ai vu son commentaire sur Google Avis. Et ben, on se croit. Donc ouais, il faut mettre en place des process encore une fois. C'est comme l'astuce de iPhone ou l'astuce de Hotmail. Tout ça, c'est des choses qu'il faut penser et qu'il faut implémenter dans une société. Et voilà, et nous, c'est notre rôle. Ok, super.
Super. On a fait le tour en fait ces 6 derniers points. Ça permet en fait de voir un peu globalement ce qui peut entre guillemets être fait et être utilisé. Alors j'espère qu'on n'a pas été trop technique et ni trop. Voilà. Il y a énormément de choses à faire. Globalement, la synthèse de ça, c'est quand même de tester plein de choses sur chacun de ces sujets. Ouais, c'est ça. Et de pas le faire à tâtons. Il y a trop d'entreprises qui sont au petit bonheur la chance, qui vont dans la direction du vent, quoi. Et ça, c'est vraiment une grosse problématique. Et du coup, sur chacune de ces expérimentations, peu importe les étapes sur lesquelles on passe, il faut toujours définir une hypothèse, pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on va surveiller pour se dire que ça a fonctionné. Et tout ça, c'est mettre en place les bons analytics, etc. Donc, je donne un exemple concret, par exemple, pour ceux qui comprennent pas trop l'intérêt des analytics, mais ne serait-ce que brancher un Google Analytics sur son site, de mettre différents produits dans un e-commerce ou même différentes fonctionnalités d'un produit, tout ce que tu veux dans le site, tu vas voir les Google Analytics, tu vas regarder les pages les plus visitées et même si tu n'as pas encore créé ton produit, tu vas savoir en fait les fonctionnalités qui intéressent les gens et celles que tu peux mettre à la poubelle avant même d'avoir lancé ton business. Et ça, c'est vraiment la base de la base, hein. Mais tu peux aller vraiment loin dans toutes ces analyses et du coup construire quelque chose, voilà, une boîte performante et ne jamais se contenter de ce qu'on a, quoi. Il y a tellement de choses à dire. Ouais. Exactement. Le podcast est un contenu qui fait partie qui joue autour du growth hacking. Hein, ça fait partie du numéro 1 et du numéro 2. C'est un peu l'objectif du sujet. Puis, c'est toujours très intéressant de ne pas bavarder avec vous tous. Écoute, c'est cool. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je vais pas rentrer. Après, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à interagir avec Camille ou avec moi sur LinkedIn. Je suis certain qu'il va nous faire un super post pour valoriser le podcast. Voilà, si vous avez besoin aussi de vous former sur le sujet, c'est des points qui sont faits aussi. Alors, si vous n'êtes pas basque, ça marche pas. Il faut avoir le B et dans le coin d'or. Si vous êtes à Paris, il vous aime pas trop, mais bon, écoute, il peut faire un effort. Non, c'est absolument pas vrai. Ça, c'est marrant, les clichés, quoi. Non. Nous, on bosse avec tout le monde, d'ailleurs, y compris, en fait, je dirais même 40% de nos clients sont parisiens, en réalité. On a des gros scale-up comme Angopé qui sont là-haut. Non, nous, on n'est pas discriminant. Tout le monde est bienvenu et puis on aime bien bosser sur des gens qui sont ambitieux et audacieux, quoi. Bon, super. Je pense que c'est les gens qui nous écoutent font partie de la bonne catégorie. Écoute, Camille, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé et d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et puis, chers auditeurs, je vous remercie aussi du temps que vous m'avez consacré pendant cette petite heure et on se retrouve dans le prochain épisode du Meeting Club. Au revoir à tous. Milishke Radio. C'est super, vous avez suivi l'émission jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à vos amis et surtout à mettre 5 étoiles, 20 étoiles, 30 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast, le Meeting Club, a été produit par Proactive Academy, une entreprise qui vous accompagne dans la formation et la montée en compétences de vos salariés. Je remercie toutes les équipes pour leur aide et pour leur investissement de tous les jours. Et je vous dis à très bientôt dans le Meeting Club.